Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de cette leçon sur les conséquences morphologiques d'un rétrécissement local. Dans la leçon précédente, nous avions vu comment définir l'équilibre d'une rivière. Nous avions présenté un exemple qui était celui de Miribel sur le Rhône. Et à travers un exemple théorique de rétrécissement, nous avions abordé les conséquences hydrodynamiques, c'est-à-dire en termes de profondeur d'eau, et il nous reste à voir quelles sont les conséquences morphologiques et à généraliser le propos. Petit rappel, pour qu'une rivière soit en équilibre, et l'équilibre d'une rivière, ça ne veut pas dire que rien ne bouge, ça veut simplement dire que d'une année à l'autre, on retrouve une situation suffisamment similaire. Pour qu'une rivière soit en équilibre, elle tend vers un équilibre énergétique, c'est-à-dire que les pertes de charge, représentées par SF, et l'apport énergétique de position représenté par la pente de fond, SF doit être égal à S0. Ce qui strictement correspond à un écoulement uniforme rarement rencontré dans une rivière qui n'est pas prismatique, mais c'est un comportement moyen. Et puis d'autre part, la rivière tend vers un équilibre sédimentologique, c'est-à-dire que pour que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'accumulation ou de manque de sédiments à certains endroits dans la rivière, on devine que le débit solide capable doit être constant le long de celle-ci. Ce qui s'exprime par la dérivée de QS par rapport à DS ou par rapport à DX, que cette dérivée est égale à 0. Reprenons l'exemple du rétrécissement. On se souvient de la théorie, en partant de l'aval vers l'amont, puisque c'est un axe d'aval au-dessus de la profondeur critique. Nous avons d'abord un axe hydraulique uniforme, MU, une dépression à l'entrée de l'élargissement, ensuite, dans la partie rétrécie, un axe M2, qui tend vers la profondeur uniforme, mais qui s'en approche sans véritablement l'atteindre si le rétrécissement n'est pas infiniment long. Ensuite, on a un petit surhaussement au point 1, juste avant la première transition, et enfin un axe M1. Nous avons vu ce que cela donnait dans un canal qui a 100 mètres de largeur, sauf sur 5 km où cette largeur est réduite à 80 mètres, avec deux transitions d'1 kilomètre, un rétrécissement et puis un élargissement. Nous avions vu ce que cela donnait en termes de profondeur d'eau par tout simplement le calcul de l'axe hydraulique, de la ligne d'eau, avec les méthodes vues dans la première partie du cours. Ce sont les chiffres bleus qui sont représentés dans chacune des sections. Et nous avions attiré l'attention sur le fait que forcément à l'aval, cette profondeur d'eau est constante, puisque c'est un écoulement en mouvement uniforme. Nous avions montré que de fait le point 2 était un peu moins profond, un peu plus bas, de 5-6 cm. Et puis nous avons l'axe M2 qui remonte jusqu'à une profondeur qui est presque 1 mètre au-dessus de la profondeur uniforme à l'aval. Et nous voyons également le petit surhaussement de quelques centimètres du point 1 par rapport au point U2. U2 entre parenthèses, puisque on tend vers la profondeur uniforme, mais on n'y arrive pas réellement. Essayons maintenant de traduire tout cela au point de vue morphologique. Quelles sont les conséquences du fait que cette profondeur varie? Conséquences sur érosion et dépôt éventuels au sein de la rivière ou du canal. Pour cela, on va utiliser des formules de transport solide capable. Donc, on va supposer qu'en chaque section, le transport solide est égal à celui que la rivière est capable de transporter. En réalité, il y a un certain délai, mais nous n'allons pas en tenir compte parce que nous travaillons avec des temps qui sont relativement longs, comme nous le verrons. On a ici la formule de Meyer, Peter et Müller. On va la simplifier en supposant qu'il n'y a pas de forme de fond,
si bien que la correction N'B sur Nb, qui tient compte du rapport entre la rugosité due au grain et la rugosité totale, n'a pas lieu d'être exprimée ici. D'autre part, le rayon hydraulique relatif au fond, Rb, dans une rivière large, est souvent pris à peu près égal à la profondeur elle-même. Donc nous avons que petit QSB, qui représente le débit solide capable par unité de largeur dans la rivière, dépend de RB et de SF, et chacun de ces paramètres, à leur tour, vont dépendre du débit d'une part et de la profondeur d'eau d'autre part, et donc nous serons capables de les calculer. Moyennant quelques hypothèses complémentaires, nous dirons que la granulométrie du lit de ce canal ou de cette rivière est relativement uniforme, avec un diamètre de 3 mm, et nous dirons que la porosité est de 40%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans le lit de la rivière, il y a 40% du volume qui est occupé par du vide, et donc en pratique par de l'eau, et les grains n'occupent finalement que 60% du volume total. Nous verrons que cela a une certaine importance en termes d'interprétation d'érosion et de dépôt. Revenons à notre ligne d'eau avec les profondeurs. Nous connaissons le débit, nous connaissons les profondeurs, nous sommes donc capables, par exemple par l'équation de Meyer-Peter et Müller, de calculer le débit solide capable. Ce sont les chiffres qui sont en rouge dans chacune des sections. Regardons-les d'un peu plus près. Nous avons à l'aval une série de débits solides capables qui sont les mêmes, qui sont constants, ce qui est logique puisque la profondeur est constante, puisque l'écoulement est uniforme dans cette partie-là du canal. Mais à d'autres endroits, par exemple dans la deuxième transition, la transition de l'élargissement, nous voyons que la différence de profondeur est de quelques centimètres, mais par contre, la différence de débit solide capable est impressionnante. Pratiquement, entre le point 2 et le point U1, nous divisons par 2 la capacité de transporter des sédiments. Si nous regardons à l'autre transition, c'est le contraire. Nous voyons que au point 1, nous avons une capacité de transport solide qui n'est que la moitié un peu plus que la moitié de la capacité de transport au point U2 entre parenthèses. Et nous allons bien sûr essayer d'interpréter ces constatations. Regardons d'abord la première transition, où nous constatons que le débit solide capable augmente entre le point 1 et le point U2 entre parenthèses, donc nous avons un gradient dQs/dx qui est positif, et cela veut dire que si nous considérons un volume de contrôle, nous avons de la matière qui rentre dans ce volume de contrôle, QSB, un débit solide par unité de temps, qui est plus petit que le débit solide qui va sortir du volume de contrôle, QSB plus dQsB/dx/dx. Et donc, bien entendu, il faut trouver de la matière quelque part, et la matière va être en fait empruntée, arrachée au lit de la rivière. On va considérer que, initialement, nous avons dans la section, par exemple, la courbe jaune-orange, et à la fin du pas de temps, nous avons la section rouge. Ça veut dire que A0, qui représente en fait la surface occupée par les grains, par les sédiments, aura donc diminué d'une certaine quantité. Et du coup, nous sommes capables d'écrire l'équation de continuité, de conservation en fait, de ces sédiments. Pour réaliser le débit sortant supérieur QSB plus dQsB/dx/dx, nous additionnons le débit rentrant et le débit prélevé sur le lit de la rivière. Ce débit lui-même, comment va-t-on le calculer?
on va considérer que par unité de temps, il y a un certain volume du lit de la rivière qui est prélevé, qui est donc la variation dans le temps de A0 dx, mais nous devons multiplier ce volume par 1 moins epsilon 0, puisque les sédiments n'occupent qu'une partie du volume, et donc il n'y a qu'une partie du volume qui donne de la matière qui permet d'équilibrer le fait que le débit solide n'est pas constant. On peut réarranger cette équation. On va alors avoir ce qu'on appelle l'équation d'Exner, qui lie la variation de l'air occupé par les sédiments, au gradient de débit solide. Dans le cas de notre exemple, entre le point 1 et le point U2 entre parenthèses, si on fait le calcul en écrivant l'équation d'Exner sous une forme de différence finie, comme nous avons un débit solide à l'amont qui est plus petit que le débit solide à l'aval, on va voir que de fait, delta A0 sera négatif, et donc le delta Z0 correspondant, en faisant le calcul, pour une journée de crue, une journée du débit que nous nous sommes imposés, nous avons que le fond de la rivière, le lit, sera creusé, érodé de 31 cm. C'est considérable, mais c'est évidemment en période de crue, donc ça ne dure pas éternellement. Si maintenant on regarde l'autre transition à l'aval, entre le point 2 et le point U1, nous avons cette fois-ci un gradient de débit solide capable en fonction de la distance qui est négatif, et de nouveau nous devons nous interroger alors sur le bilan de la matière entrant et sortant dans un volume de contrôle. Et cette fois-ci, comme le débit sortant est positif, ça veut dire que comme le débit sortant est plus petit que le débit entrant, mais ça veut dire qu'une partie de la matière qui entre dans le système va se déposer sur le lit. On va faire exactement le même type de raisonnement que celui que nous avons fait auparavant. On a le débit entrant, donc la matière qui entre par unité de temps qui est QSB, qui va se partager entre un dépôt de nouveau avec un volume qui est la variation dans le temps de A0 dx, multiplié par 1 moins epsilon 0 pour tenir compte que les sédiments n'occupent qu'une partie du volume, et bien sûr le débit sortant. Si on travaille cette équation, on trouve le même résultat, la même équation d'Exner que celle que nous avons vue auparavant, et si on fait le calcul dans le cas qui nous occupe, on constate que cette fois-ci, delta A0 et donc delta Z0 sera positif et vaut de l'ordre de 55 cm de nouveau au bout d'une journée. Donc c'est considérable, mais rappelons-le, nous sommes évidemment en période de crue. Voyons comment tout cela se traduit dans l'ensemble du canal, sur les 15 km du canal. On sait donc que là où le gradient QSB dx est positif, il y a érosion, il y a dépôt là où il est négatif. Et effectivement, au bout d'une journée, nous constatons qu'il y a érosion au début du rétrécissement et il y a dépôt après le réélargissement. Les valeurs sont un peu plus petites que celles que nous avions calculées. Cela vient simplement du fait qu'au droit des sections, nous prenons la moyenne entre ce qui se passe dans les deux tronçons adjacents. Au bout de 2 jours, le phénomène s'est accentué. Nous avons une érosion de 43 cm au début de la section rétrécie et nous avons un dépôt de l'ordre de 35 cm à l'entrée de la section réélargie. Et puis on continue le petit jeu, on voit que les chiffres augmentent au bout de 3 jours, encore davantage au bout de 5 jours, mais cette fois-ci, on voit que le dépôt dans la partie réélargie, au kilomètre 12, que ce dépôt ne grandit plus tellement, mais que par contre une érosion commence à apparaître au kilomètre 11, donc à la fin de la section rétrécie. Et ce phénomène est encore accentué au bout d'un mois, au bout de 30 jours de crue, où à ce moment-là, il n'y a presque plus
dépôt à l'aval, mais par contre, il y a une érosion généralisée sur toute la partie rétrécie. Nous voyons également que la ligne d'eau, qui était dessinée en bleu clair, la ligne d'eau initiale, est devenue la ligne d'eau en bleu foncé, et que cette ligne d'eau est pratiquement parallèle à la pente générale de la rivière. Que constatons-nous en fait? C'est que si on recalcule en situation finale les profondeurs, on constate que nous avons des profondeurs quasi constantes dans le premier tronçon, des profondeurs aussi quasi constantes dans la partie rétrécie du canal, et nous retrouvons de nouveau des profondeurs assez constantes dans la partie aval, comme si nous avions un écoulement uniforme dans les trois tronçons. Si on considère les débits solides charriés capables correspondants, on voit que ces débits solides varient très peu. Donc pratiquement sur les 15 km, il n'y a que quelques pourcents de différence entre les débits solides des différentes sections. Ça veut dire que la rivière a réalisé en quelque sorte son équilibre, l'équilibre vers lequel elle devrait tendre. Elle va se retrouver avec des écoulements pratiquement uniformes quand c'est possible, donc au point de vue énergétique c'est parfait, et elle va se retrouver avec un équilibre sédimentologique puisque QS ne varie presque plus tout le long de la rivière. Nous allons maintenant essayer de généraliser le propos et de voir quelle méthodologie nous pouvons utiliser pour les différents types de problèmes, les différents types de changements de géométrie dans les rivières et les canaux. Comment prévoir, par exemple, les effets morphologiques d'un changement de largeur, c'est ce qu'on est en train d'étudier, ou d'un changement de pente, nous le verrons dans une leçon prochaine, d'un détournement d'une partie du débit, ou d'une coupure de méandre, là aussi nous y ferons allusion dans une autre leçon. Et en fait, la méthodologie est toujours la même. On va calculer la ligne d'eau. Ensuite, à partir des profondeurs, on est capable de calculer le débit solide capable en chaque section. Et puis on va utiliser l'équation d'Exner pour traduire ça en termes d'érosion ou de dépôt. Si on revient à l'exemple du rétrécissement local, on voit que finalement la réponse morphologique de la rivière, c'est une réponse en trois temps. Il y a d'abord le temps court, ce qui se passe dans l'immédiat. Et dans l'immédiat, la rivière va éroder tout simplement quand le débit solide a un gradient positif, et elle va déposer quand la rivière aura un gradient de débit solide capable négatif. C'est la situation au bout d'une journée, par exemple, que nous avons rencontrée. À moyen terme, finalement, érosion et dépôt correspondent à une sorte de basculement. À l'amont, ça s'érode, à l'aval, ça se dépose. En fait, ce que l'on peut considérer, c'est que la rivière essaie de rétablir, en priorité, un certain équilibre sédimentologique. Nous savons que le transport solide est finalement dépendant de la force de cisaillement, de la contrainte de cisaillement sur le fond, taux 0 ou taux B. Et cette contrainte est proportionnelle au produit de la profondeur et de la pente de fond. Comme ici on a contraint la rivière en rétrécissant sa largeur, on l'a contraint à augmenter sa profondeur. Eh bien la rivière va réagir en diminuant sa pente de fond, de façon à ce que le produit reste plus ou moins constant. Et c'est exactement le mécanisme qui correspond au basculement du lit dont je vous parlais. Basculement du lit dont on retrouve l'exemple à Miribel, justement. La rivière est comme rétrécie, puisqu'on a coupé toute une série de bras morts, les bras qui sont dessinés en vert, il ne reste finalement qu'une section beaucoup plus étroite qui est la section dessinée en bleu. Et du coup, H augmente, le tirant d'eau augmenté, c'était ce que l'on recherchait, puisqu'on voulait améliorer la navigation dans le Rhône, mais du coup, la pente de fond, elle va diminuer. Et c'est ce qui se passe.
la situation, le profil en long bleu est devenu le profil en long rouge au bout d'un demi-siècle, ce qui correspond exactement à un basculement du lit, érosion à l'amont et dépôt à l'aval. Et puis il y a un troisième temps, le très long terme qu'on ne rencontre pas souvent parce que dans la réalité, la rivière n'évolue pratiquement que en période de crue, et les périodes de crue ne durent en général pas des semaines. Mais si c'était le cas, comme dans notre exemple, la rivière va complètement retrouver son équilibre, à la fois équilibre par la continuité du transport solide, les différents débits solides capables deviennent presque tous égaux, et également équilibre en termes énergétiques, puisque chacun des tronçons reproduit une sorte d'écoulement uniforme. Voilà, nous avons maintenant une idée de ce qui se passe dans une rivière quand un changement géométrique intervient, que ce changement géométrique soit le fait de l'homme ou soit tout simplement le fait d'un hasard naturel. Et nous allons voir alors dans les leçons suivantes comment on peut tirer bénéfice de la méthodologie que nous venons de voir pour comprendre ce qui se passe. À bientôt.